la joie à Jacquesville, les populations ont leur pont livré ce matin par le président de la République après 65 ans d'attente. C'est le fruit de la coopération ivoiro-égyptienne. Des images dans ce 13h. Aujourd'hui, Journée internationale des forêts, 3e édition cette année autour du thème forêt, climat, changement. Dans ce 13h, le message du gouvernement. Hors de nos frontières, un test positif au Libéria, le premier cas d'Ebola depuis un mois. Bonjour à tous. Nous allons recevoir tout à l'heure Madame Leila Gaga. Elle est officier de développement FIFA, bureau du Caire en Égypte, pour parler de la traditionnelle tournée mondiale de la Coupe du monde féminin. L'objet d'art est arrivé à Abidjan jeudi parce que notre équipe nationale féminine est qualifiée. C'est la bonne nouvelle de la journée. Autre bonne nouvelle encore, un pont pour les Ivoiriens. Le pont de Jacquesville est ouvert à la circulation depuis ce matin. Pont inauguré ce matin donc par le président de la République qui a eu droit à des honneurs militaires, précédé de l'accueil réservé au président Henri Konan Bédié. Le point avec Thomas Guessambi. C'est sous le coup de 10h25 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi matin sur l'esplanade du pont de Jacquesville. Accompagné de son épouse Dominique Ouattara, le chef de l'État très attendu échange les premières poignées de main avec le président Henri Konan Bédié, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques officiels venus l'accueillir à ce point. Comme il est d'usage à ses déplacements, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires. Des honneurs rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, ainsi que 2 pelotons de l'école de gendarmerie, 3 pelotons du 1er bataillon blindé, le tout commandé par le lieutenant-colonel Yaké, commandant le 1er bataillon blindé. Après ces honneurs, le président de la République et sa délégation peuvent par la marche gagner le bac, sans doute pour jeter un premier regard sur la réalisation de l'ouvrage avant l'heure officielle. Certainement dernier voyageur sur le bac de Jacquesville, le président de la République, sous bonne escorte, s'est dirigé vers l'autorive à Ndjem, là où il est attendu pour l'inauguration officielle du pont. Tous étaient là pour livrer l'ouvrage ce matin aux populations. Mobilisation exceptionnelle sur place. Le pont Philippe Grégoire Yassé vient mettre fin aux nombreux soucis liés à la traversée de la lagune. Le nouveau pont de Jacquesville est long de plus de 600 mètres. Il a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. C'est le fruit de la coopération ivoiro-égyptienne. Pour l'inauguration de l'ouvrage, le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab, le président Henri Konan Bédié et la Première Dame étaient aux côtés du chef de l'État. Le président, toujours soucieux du bien-être des populations, le chef de l'État Alassane Ouattara a dit que ce pont est un symbole, extrait de son discours. Chers frères, chères sœurs, la cérémonie d'aujourd'hui est la reconnaissance de l'État pour le sacrifice que le peuple de Jacquesville et des 3A a consenti pour la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, parce que le canal de Vridi a été une décision importante. En effet, comme cela a été rappelé dans les précédentes allocutions, c'est à la suite de la construction du canal de Vridi que Jacquesville a été enclavé. Voyez-vous, en 1999, le président Henri Konan Bédié avait prévu de construire ce pont. Et bien évidemment, l'interruption par le coup d'État ne l'a pas permis. Et il avait à ses côtés en ce moment Daniel Kablan-Duncan comme Premier ministre. Et je veux rappeler aussi qu'en 1993, alors que j'étais Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, nous avions envisagé la construction de ce pont. Et bien évidemment, nous le savons également, en 2009, l'ancien président Laurent Gbagbo avait également pris l'engagement et essayé de démarrer les travaux de construction de ce pont. Donc, voyez-vous, ce pont est un symbole. Toute la lignée politique de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo,
Alassane Ouattara. C'était là un extrait du discours du chef de l'État à l'inauguration du pont baptisé Philippe Grégoire Yassé. Le pont est inauguré. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que devient le bac qui a tant servi les populations? Des réponses dans ce reportage de Sidonie Davila Waka. Entré en service en 1968 à la suite du creuset du canal de Vridi, le bac, devenu depuis lors le seul moyen d'accès à Jacquesville, est en service depuis 47 ans. Cela fait 564 mois que le bac sert de pont aux populations des 3A, Aladjan, Aïzi, Akouri. Sur les 3 mis en service, il ne reste plus qu'un seul en activité. Une situation qui provoque de nombreux désagréments, longue attente, cafouillage, embouteillage, échauffourée, colère, tension entre passagers. La traversée avec le bac n'a pas toujours été aisée. Des habitués se souviennent encore des moments de frayeur vécus sur le bac. L'eau nous emportait, on était vraiment dans l'angoisse. Et puis, au fur et à mesure, les responsables nous disaient de se calmer, on se calmait. Et puis, comme ça, nous sommes arrivés à la rive. Son gestionnaire se veut formel. Le bac a connu certes des difficultés, mais il ne peut avoir chaviré. Le bac va à la dérive. C'est un engin qui a 2 moteurs. Les 2 moteurs font 160 chevaux par moteur. Donc imaginez que les 2 moteurs sont en panne et puis vous êtes sur l'eau. Donc quand le courant d'eau entraîne le bac, le temps que l'encre jetée dans l'eau puisse l'arrêter, souvent ça effraie les gens. Le bac ne chavire jamais. Ils sont nombreux les passagers impatients d'emprunter la nouvelle voie qui s'offre à eux, le pont. Nous serons obligés d'utiliser les nouveaux outils, les outils du développement. C'est pour ça que nous allons partir vers le pont et oublier le bac. Le bac, longtemps resté le principal moyen pour traverser la lagune, se verra bientôt abandonné au profit du pont. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la mairie qui perd un tiers de son budget, soit environ 50 millions de francs CFA par an. Aujourd'hui, avec la construction du pont, les autorités réservent au bac un autre destin. Après la livraison du pont, le bac ira à Grand Laou et celui de Grand Laou ira à Eloka. Depuis 17 ans, Sindou Bamba travaille sur le bac. Il ne regrette pas d'être muté. Il est plutôt fier d'avoir servi le département. Après nous, il n'y aura plus de bac. Déjà, ça, on aura marqué d'une pierre blanche notre passage à Jacquesville. En attendant sa nouvelle affectation, le bac, lui, continue d'accoster au quai de Nguem, le premier village du département de Jacquesville, en provenance d'Abidjan. Il en sera ainsi jusqu'à ce samedi 21 mars, jour de l'inauguration du pont. Et le pont a été inauguré ce matin. C'est d'ailleurs pour l'inauguration de ce pont de Jacquesville que le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab est là. Hier, avant l'inauguration de ce pont, il a été reçu par le chef de l'État. Le président a également accordé une audience au ministre éthiopien de la Santé. Le point de toutes ces audiences avec Viviane Aïmé. C'est l'entreprise égyptienne de travaux publics Arab Contractor qui est le maître d'œuvre dans la construction du pont de Jacquesville. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab, présent à Abidjan pour la cérémonie d'inauguration de ce pont prévu pour ce samedi 21 mars, a exprimé au président de la République Alassane Ouattara, au cours de l'audience qui lui a été accordée au palais présidentiel, la volonté de son gouvernement d'activer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très honoré, Monsieur le Président. J'ai un message de notre président, M. Abdel Fattah Sisi, de soutien, de bonne amitié et de vous inviter pour venir en Égypte. Vraiment, on observe, on regarde avec un grand respect ce qui se passe dans votre pays. Cette transformation dans tous les domaines, cette sorte de réconciliation entre peuples, l'âme de paix, de développement et les résultats, c'est les résultats qui vraiment expriment le grand succès. Je suis là encore pour faire partie de l'inauguration du pont Jacquesville. Ce pont qui est vraiment le symbole de coopération égypto-ivoirienne. La croyance que le seul chemin pour nous, les Africains, c'est la coopération sud-sud. On va travailler sur ce chemin de coopération sud-sud
On a discuté avec votre Excellence d'activer le comité bilatéral égypto-ivoirien. Les hommes d'affaires vont venir vous visiter. En même temps, ce sera vraiment un grand honneur de recevoir les ministres ivoiriens. Je pense qu'on doit avoir ce mécanisme de coopération. Nous sommes là, on le dit franchement, de tout le bon cœur, il y a un grand retour, un grand retour de l'Égypte vers l'Afrique, surtout pour le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Reçu à son tour par le président de la République, le ministre éthiopien de la Santé, Kezete Admassou, a souligné que l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sont unies par une longue amitié qui remonte au président Houphouët-Boigny et à l'empereur Haïlé Sélassié. Le ministre éthiopien était l'envoyé du premier ministre Haïlé Mariam Desalegn pour annoncer officiellement au chef de l'État ivoirien la candidature éthiopienne à la présidence de la Banque africaine de développement. Changeons de sujet pour parler de la coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire fait le point de la coopération ivoiro-américaine. Au cours de cette rencontre, le diplomate américain a annoncé les actions menées par l'État américain pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Reportage, Grace Kando. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'État américain est au beau fixe. Au cours d'une rencontre, son Excellence Marc Culler-Terrence, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a fait un tour d'horizon des actions menées en vue de soutenir le gouvernement ivoirien. Il s'agit notamment des progrès réalisés en matière d'investissement, de réformes sécuritaires et de santé. Pour l'année 2015, d'autres projets sont annoncés. L'élection présidentielle est très importante pour les États-Unis et pour la Côte d'Ivoire. Souhaitons que ce processus électoral ait lieu dans la transparence, la crédibilité, la paix. Autre priorité, bien sûr, c'est accroître nos échanges commerciaux, travailler avec le gouvernement ivoirien, le secteur privé, la société civile sur l'élaboration du programme Threshold du Millennium Challenge Corporation et renforcer les institutions de bonne gouvernance. Toujours en matière d'appui à la Côte d'Ivoire, le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain avait octroyé des bourses à plus de 100 Ivoiriens dans différents domaines. La formation a porté sur plusieurs thématiques, mais c'était pour apprendre à résoudre les conflits dans toutes les situations, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la communauté, même au niveau de la justice. Son Excellence Marc Culler-Terrence a encouragé ses anciens boursiers à travailler en réseau et à partager leurs expériences. Nous allons maintenant échanger avec notre invité du jour. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes là pour présenter la Coupe du monde féminin aux Ivoiriens. La Coupe est là parce que l'équipe nationale féminine est qualifiée, c'est ça? Effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays qui feront l'honneur de l'Afrique à la Coupe du monde féminine de la FIFA qui aura lieu au Canada cet été. Pourquoi tout le monde avec la Coupe? La FIFA a pour principe de porter le beau rêve à tous les pays et particulièrement aux 24 pays qualifiés. Donc en Afrique, nous faisons la tournée des 3 pays qualifiés, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, pour justement montrer la belle dame et promouvoir le football féminin. La Coupe va se jouer quand? La Coupe va se jouer cet été au Canada, du 6 juin au 5 juillet. Combien de pays sont en compétition? La Côte d'Ivoire. Pour la première fois, nous avons 24 pays qualifiés. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour développer le football féminin? C'est une préoccupation pour tous? Et oui, c'est une grande préoccupation et une priorité pour la FIFA. Comme vous le savez, le président Blatter, il y a 20 ans, avait déjà ciblé le football féminin comme étant une priorité de développement pour la FIFA. Donc par rapport à l'Afrique, la première priorité serait que les parents comprennent que le football est un sport bénéfique qui pourra apporter beaucoup de choses à leurs enfants, une bonne santé, de la discipline, du fair play, du respect, que les écoles promeuvent le football comme activité physique et ensuite les fédérations nationales
aussi mettre l'accent sur le grassroots, qui est le football de base. Et c'est à ce niveau, à partir de ce niveau, que la FIFA apporte son appui aux fédérations à travers diverses activités. Donc nous aidons les fédérations à développer le football de base. Nous aidons les fédérations à avoir des ressources humaines à travers diverses formations. Nous voulons plus de femmes impliquées dans le football, en tant qu'entraîneurs, en tant que leaders, administrateurs. La FIFA soutient les fédérations financièrement pour aider le développement du football féminin dans tous les pays, pas uniquement en Afrique. Nous souhaitons également que les fédérations mettent en place des championnats réguliers pour les jeunes filles et les femmes. Notre objectif est de promouvoir le football féminin, que plus de jeunes filles, plus de femmes jouent au football, et aussi aider les fédérations. Le manque de moyens n'est pas un blocage? Non, le manque de moyens n'est pas un blocage. Il y a déjà une assistance matérielle, financière et en expertise de la FIFA. Et nous comptons aussi sur l'aide des ministères et de l'État pour aider les fédérations à mettre en place divers programmes de développement de football féminin. Donc il y a les moyens, et nous comptons aussi sur le secteur privé pour sponsoriser le football féminin. Vous dites qu'il y a des moyens, mais peut-on comparer la Coupe du monde des hommes à celle des femmes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la Coupe du monde des hommes à celle des femmes? Ça arrive. Ça arrive. Certes, pendant longtemps, le football féminin a été délaissé, mais aujourd'hui, il y a un engouement terrible pour le football féminin. Déjà, c'est très attrayant, très excitant. C'est un beau jeu. Les partenaires commerciaux comprennent que le football féminin est un excellent vecteur de communication. Donc, les sponsors commencent à arriver petit à petit. Et il y a un public fidèle qui ne fait que grandir. Quelles sont les chances de l'Afrique pour remporter ce trophée? Nous pensons des bonnes chances. Nous avons 3 pays qui seront de bons ambassadeurs pour notre continent africain, qui ont autant de chances que les autres pays. Pour terminer, quand et où va se jouer la prochaine Coupe du monde féminin? Ça a été décidé très récemment par le comité exécutif de la FIFA. D'ailleurs, c'était ce 19 mars dernier. Donc la prochaine Coupe du monde féminine a été octroyée à la France. Et vous êtes là pour présenter aujourd'hui le trophée aux Ivoiriens. Et là, nous voyons le trophée. Effectivement, nous l'appelons la Belle Dame. La Belle Dame. Donc c'est le trophée qui sera remporté par l'équipe championne. Nous pensons que ça sera la Côte d'Ivoire. Il y a tout un peuple qui le souhaite, et tout un continent qui, en tout cas, espère que cette coupe reviendra à l'Afrique. D'accord, merci. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Les Ivoiriens auront l'opportunité de voir ce trophée qui sera mis en jeu en juin 2015 au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Poursuivons ce journal avec cette actualité. L'actualité, c'est aussi la Journée internationale des forêts. C'est la 3e édition cette année autour du thème Forêt, climat, changement. Le gouvernement ivoirien invite la population à préserver la forêt. Regardez. 80% des forêts ivoiriennes n'existent plus. Dans le monde, ce sont plus de 10 millions d'hectares qui continuent de disparaître chaque année. Mise en cause, la déforestation, ce phénomène qui touche toutes les forêts tropicales. Face à la menace, le gouvernement ivoirien sonne l'alarme. Il appelle à la mobilisation de tous les habitants autour de la forêt. Les forêts et les arbres procurent aux hommes d'innombrables bienfaits. Ils nous protègent contre la pollution en absorbant le gaz carbonique de l'air et nous fournissent de l'eau propre grâce à la filtration de la nappe phréatique par le système racinaire des arbres. La Journée internationale des forêts a pour objectif essentiel d'accroître la prise de conscience de chacun d'entre nous au niveau local et au plan mondial et de l'importance des forêts et des arbres hors forêt afin que tous nous nous engagions dans leur protection et leur réhabilitation. C'est dans cette perspective que mon département entreprend de multiples
actions visant à freiner la progression de la dégradation des forêts et à engager l'ensemble des habitants de ce pays dans la reconstitution de notre patrimoine forestier. La Journée internationale des forêts est une institution des Nations Unies. Elle exhorte chaque pays à réfléchir sur la gestion de la forêt. Le thème retenu pour 2015 est « Forêt, climat, changement ». C'était un commentaire d'Alexis Ouedraogo. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre donc aujourd'hui la Journée internationale de la forêt. Le coordonnateur national de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, Yao Marcel, exhorte les Ivoiriens à s'investir davantage dans la préservation de la forêt. Issa Yao et Adama Kone. La Côte d'Ivoire, à l'indépendance, avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 millions, soit 200 000 hectares de pertes de forêt par an. Pour mettre fin à cette déforestation avancée, le pays adhère en 2011 à la REDD+, mécanisme issu des négociations internationales de 2005 sur le changement climatique pour lutter contre la déforestation. Ce mécanisme permet également d'encourager financièrement les paysans afin de concilier agriculture et préservation de la biodiversité. En cette journée internationale de la forêt, le coordonnateur national de la REDD+, invite les Ivoiriens à protéger l'environnement. Le message fort que nous lançons en cette journée de la forêt, c'est le message de M. le ministre de l'Environnement qui souhaite que nous tendons vers une agriculture zéro déforestation pour une Côte d'Ivoire émergente, mais émergente avec ses forêts. Bénéficiant du soutien des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la France, la REDD+ est un programme sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Dans l'actualité, les audiences foraines et l'identification ordinaire ont commencé et se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Ce jeudi, la Direction générale de l'ONI, le directeur général des audiences foraines et l'opérateur technique étaient face à la presse pour répondre à certaines préoccupations et sensibiliser les populations sur le sujet. On fait le point avec Chris Diomandé et Hamza Diaby. Depuis le 15 juillet 2014, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, a lancé l'identification ordinaire des populations afin que chaque Ivoirien majeur soit détenteur d'une carte nationale d'identité. Ce jeudi, le directeur général de l'Office national d'identification a rappelé les pièces nécessaires à la réalisation de la CENI. Il faut un certificat de nationalité, l'acte de naissance ou le jugement supplétif, et le timbre de 5 000 francs qui a été arrêté par le gouvernement. Cependant, du fait de la crise, de nombreux Ivoiriens n'ont ni certificat de nationalité, ni jugement supplétif, d'où l'organisation depuis février dernier d'audiences foraines, une opération de facilitation d'obtention des pièces en vue de l'établissement de la carte nationale d'identité. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 145 000 personnes qui sont venues se signaler aux 426 guichets de l'intérieur du pays ouverts dans les sous-préfectures et les 10 communes d'Abidjan. Donc, en moins de 3 semaines, disons 2 semaines, quelques jours, nous sommes à ce chiffre. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur invite les populations à adhérer massivement à l'identification ordinaire ou aux audiences foraines parce que l'impératif est désormais fait à tous les citoyens ivoiriens de présenter leur carte d'identité pour les opérations suivantes. L'inscription au registre de commerce, l'abonnement à l'eau, à l'électricité, au téléphone, boîte postale, Internet, tout type d'abonnement, l'ouverture d'un compte bancaire ou d'un compte chèque postal, l'émission et la réception des mandats de toute nature, les demandes d'obtention et de renouvellement du permis de conduire. À cela, il faut ajouter la conclusion d'un contrat de travail, l'inscription dans un établissement scolaire pour les parents d'enfants mineurs ou même l'établissement des dossiers de mariage ou dossiers d'adoption et de reconnaissance d'enfants. L'opération des audiences foraines prend fin le 31 mars prochain.
Les femmes s'impliquent dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, thème au centre d'un séminaire de formation à Bassam, à Abidjan plutôt. Cette rencontre visait à faire des propositions sur les stratégies à mettre en place pour une bonne tenue des élections en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Grace Kando. Bientôt, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les femmes s'impliquent dans le processus électoral. Pour la bonne tenue des élections, un séminaire est organisé par le département Paix et Sécurité de l'Union africaine et à l'aide internationale. Objectif, formuler des recommandations sur les stratégies que les organisations de la société civile doivent adopter pour mettre en œuvre les dispositions de la charte en Côte d'Ivoire. La charte reconnaît le poids des femmes au niveau électoral, le poids des femmes comme d'abord candidates, mais aussi comme électrices et comme observatrice aux processus électoraux. Nous organisons justement ces rencontres pour faire de telle sorte que nous jetions encore un regard sur ces différents textes pour voir ce qui a marché, les faiblesses, les acquis, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment faire de sorte que nous puissions aller de l'avant. Ce séminaire sur la participation des femmes au processus électoral est une occasion de faire la relecture et l'examen critique de la charte dans une perspective de genre, afin de déterminer comment les femmes en tant que candidates peuvent utiliser la charte de manière efficiente. D'Abidjan, rendons-nous à Daoukro où le parcours de santé a été lancé, une activité sportive initiée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour permettre à la population d'être en parfaite santé. Thérèse Tapé-Yoboué. Parcours de santé est une activité sportive que vient d'initier le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs dans plusieurs régions du pays pour permettre à la population un bien-être. À Daoukro, cette activité a débuté à la place Henri Konan-Bédié en présence du préfet de la région du Ifou, préfet du département de Daoukro, Albert Kofi Akbolé. Daniel William To dit organiser ce parcours de santé parce que l'activité physique procure de nombreux bienfaits. Autrement dit, autant la mère allaite son enfant au sein maternel éloigne celui-ci du pédiatre, autant celui qui pratique des activités physiques s'éloigne de l'hôpital et des médicaments. Le préfet de la région de l'Ifou, du département de Daoukro, Albert Kofi Akbolé, s'est réjoui de l'institution de ce parcours de santé. Il a demandé à toutes les populations de s'y intéresser parce que c'est en étant en bonne santé que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020. Toujours dans le domaine de la santé, et c'est en images, le Libéria a annoncé vendredi la découverte à Monrovia d'un nouveau malade infecté par Ebola, le premier cas depuis un mois dans le pays qui était sur le point de déclarer la fin de l'épidémie. Un mot de religion, l'édition 2015 du Hadj lancée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Pour 2015, 5600 places sont disponibles pour les candidats au Hadj. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Hadj 2014, Paris réussi. Une satisfaction notée par le guide de la communauté musulmane. Le problème était d'assurer aux pèlerins un bon pèlerinage, un pèlerinage de confort. C'est ce que vous avez réussi. L'année dernière, le Hajj a été un succès comme les autres années passées. Après ce bilan positif, la Direction générale des cultes veut aller plus loin. 5600 places retenues pour la Côte d'Ivoire. Des places octroyées uniquement aux nationaux. Disposition arrêtée par les autorités saoudiennes. La répartition est de 4200 places réservées à l'État et 1400 places pour les opérateurs privés. Et mieux, les technologies de l'information et de la communication TIC s'invitent dans ce changement. Cette année, le Hadj est marqué par la gestion en ligne, donc de toutes les opérations qui seront faites. L'hébergement sur place à Médine et à la Mecque se feront à partir de la Côte d'Ivoire en ligne. Maître d'œuvre de l'organisation du pèlerinage musulman, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à la communauté musulmane. Une communauté qui, selon Ahmed Bakayoko, reflète les valeurs de paix prônées par l'islam. L'islam de Côte d'Ivoire, parce qu'il existe un islam de Côte d'Ivoire, avec la spécificité, avec notre culture, qui est faite de considération les uns des autres, de tolérance, d'acceptation de l'autre, de vivre ensemble, qui
est le socle, le pilier de notre société. Tout comme l'année précédente, les candidats au Hajj devront débourser la somme de 2 millions de francs CFA. La période de paiement est ouverte du lundi 23 mars au vendredi 29 mai 2015, délai de rigueur. Le premier vol aller est prévu pour le 27 août et le premier vol retour le 29 septembre 2015. C'était un récit de Kone Pagasoro. Rappelons l'information capitale du jour pour terminer. Le pont de Jacquesville est ouvert à la circulation depuis ce matin, pont inauguré par le président Alassane Ouattara. Nous reviendrons largement sur les temps forts de l'inauguration du pont Philippe Grégoire-Yassé dans notre édition de 20h. Ainsi s'achève ce 13h. Merci de votre fidélité.